bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver, de retrouver les membres du réseau. Olivier vient de présenter un petit peu les axes de l'étude du travail que nous avons mené avec des responsables d'entreprise. Et donc, on va directement attaquer une des questions qui étaient évoquées, notamment l'articulation entre performance économique et les objectifs d'intérêt général. Comment ça se passe aujourd'hui? Ce n'est pas une question nouvelle puisque ça se posait déjà dans les politiques de responsabilité sociale des entreprises, mais de fait, on a le sentiment qu'il y a un changement de rythme et donc on va regarder ça maintenant. Alors on va commencer avec Muriel Barnéou de La Poste. Et Muriel, La Poste, c'est une entreprise où l'intérêt général est au cœur de son histoire. Je me rappelle, il y a une publicité qui disait mais il n'y a pas écrit La Poste là. Et donc ça symbolisait bien cette idée que l'entreprise était assise sur l'intérêt général. Est-ce que aujourd'hui, comment ça s'articule avec les différentes activités, parce que l'entreprise a évolué? C'est effectivement, merci Marc, bonjour à tous. C'est effectivement une histoire de 500 ans d'histoire. Donc, dans 500 ans d'histoire, il y a cette notion d'intérêt général et en fait, elle est sur nos fonds baptismaux, tout simplement, avec la première grande mission, d'une certaine manière, qui nous est confiée, qui est celle de faire société. Quand on nous confie la mission de distribution du courrier partout en France, en tout point du territoire, lorsqu'on nous confie la mission d'acheminement et de distribution de la presse, c'est à des époques où le téléphone n'est pas installé, les réseaux sociaux ne sont pas là, la communication, si on veut pouvoir échanger, le courrier est un média majeur et la presse est un média majeur. Et au fond, on confie à la Poste cette mission de faire société, de relier les gens. De la même manière, un peu plus tard, on va nous donner, nous confier une autre mission qui sera celle de l'aménagement du territoire. De la même façon, on est dans une vision d'intérêt général qui positionne des lieux et qui, par l'implantation d'infrastructures normées, dans un mode normé, va définir ce que doit être notre implantation territoriale. Donc oui, effectivement, on peut dire que intérêt général, c'est quelque chose, même si ça n'était pas toujours écrit La Poste, comme tu le dis, c'est effectivement quelque chose qui est sur nos fonds baptismaux. Et dans le même temps, nous avons toujours eu des éléments de business traditionnel, le monde marchand, à porter et à intégrer dans ses préoccupations et avec ses préoccupations. Je pense qu'un exemple pour vous donner à voir ce dont je veux parler, l'accessibilité bancaire, par exemple, qui est la mission qui est confiée à la Poste, celle d'être en situation d'ouvrir un compte ou de doter de moyens de paiement toute personne, quelle que soit sa fragilité et quel que soit son scoring, comme on le dirait en monde bancaire, nous en avons fait un segment de clientèle sur lequel nous travaillons. Nous travaillons dans des univers, je dirais, entre guillemets, d'intérêt général, à anticiper, aider à la gestion de budget, mais aussi dans un univers de produits designés d'une manière ad hoc pour ses besoins. Et donc, c'est pour ça que, pour articuler ces deux dimensions, que vous avez travaillé une raison d'être aujourd'hui, que vous avez choisi. Oui. Alors d'abord, on a travaillé une politique RSE. En disant, au fond, cette politique RSE, et c'est pour ça que le titre que je porte est celui directeur de l'engagement sociétal, cette politique RSE, elle n'est pas en marge de notre entreprise parce qu'elle porte en elle-même ce que l'on veut porter, à savoir les transitions et l'accompagnement de la société française dans 4 grandes transitions qui sont pour nous essentielles aujourd'hui, pour nos métiers, mais aussi bien sûr pour notre écosystème. Tout ce que nous le faisons en minorant ou en cherchant à atténuer nos impacts, en cherchant à embarquer nos clients dans ces changements par des offres ad hoc et plus largement encore, Olivier en parlait, dans des logiques de partenariat. Donc ça, c'est notre politique RSE. Et on s'est dit que finalement, c'était encore mieux en le disant et que élaborer une raison d'être était quelque chose qui allait ancrer, parce que c'est le pas supplémentaire que l'on fait, allait ancrer ce qui définit, ce qui brûle, cette flamme qui nous porte et que l'on se transmet dans nos statuts, ce qui n'était jusqu'à maintenant pas le cas, même si nos missions de service public
figure bien dans les statuts de la Poste. On va un peu plus loin en racontant comment la Poste accompagne la société dans ses transitions au service du bien commun, en étant une entreprise des territoires et une entreprise humaine. Et on est allé, oui. Et en étant aussi une entreprise internationale. Absolument. Puisque c'est peut-être important d'insister sur cette dimension-là. Comment, justement, tout le débat, et c'est une des données du sujet, l'articulation entre performance économique et articulation d'intérêt général, on le voit dans l'ensemble des entreprises, c'est à l'occasion de mutations stratégiques très fortes. Oui, exactement. Quand on se met à grandir et à se diversifier aussi, on trouve d'autant plus indispensable de trouver les éléments qui nous fédèrent, qui nous identifient et qui font de nous quelque chose d'un. Et effectivement, Marc, notre raison d'être est quelque chose qui nous unit à la fois à notre histoire, qui nous unit dans la temporalité business du moment et qui nous projette dans le monde de demain, parce que tout ce que nous le faisons pour un monde meilleur, pour nos enfants, pour les générations à venir, et avec cette idée de transmettre, qui effectivement est quelque chose qui fabrique l'unité de l'ensemble. Et nous avons même décidé d'aller encore un cran plus loin. Et le 8 juin, nous avons proposé à notre Assemblée générale de voter, d'adhérer à notre proposition de devenir entreprise à mission. Cette volonté, en fait, elle s'inscrit dans à la fois la pérennisation de cette idée d'intérêt général autour de nos missions de service public, et puis aussi, toujours dans cette histoire d'innovation et de recherche et d'être pionnier dans différentes attributions de notre business et de notre business model, cette idée de et si on s'emparait d'un statut qui est nouveau, qui raconte ce que l'on est, qui nous permet aussi d'en parler à toutes nos parties prenantes, nos collaborateurs, nos clients, nos actionnaires, nos investisseurs, et nous nous sommes emparés du sujet pour aller jusqu'à cette notion d'entreprise à mission décidée et votée le 8 juin. Première entreprise publique à adopter ce statut d'entreprise à mission. Catherine nous dira tout à l'heure qu'elle n'est pas entièrement satisfaite de cette dynamique, mais elle dira pourquoi. Bien sûr. Simplement, petit retour peut-être aussi d'expliquer l'articulation qu'il y a entre le plan stratégique de l'entreprise et la dynamique de la raison d'être et du travail que vous avez fait avec les collaborateurs, avec les parties prenantes. Il se trouve que cette réflexion, elle s'est inscrite dans l'élaboration de notre plan stratégique 2020-2030, qui s'appelle désormais La Poste engagée pour vous, La Poste 2030 engagée pour vous. Et cette réflexion raison d'être, entreprise à mission, était un petit peu le socle ou la clé de voûte qui ensuite a fait le déroulement de l'ensemble de ce plan stratégique. Et à cette occasion, nous en avons l'habitude maintenant, organisé une grande consultation de l'ensemble des parties prenantes. Donc on parle de plus de 136 000 postiers, plus de 6 500 parties prenantes externes, plus de 4 000 représentants, que l'on parle de citoyens, dirigeants de PME, grands comptes, leaders d'opinion. La Poste a cette particularité d'être un peu à tout le monde, d'embarquer une histoire de tout le monde, et il nous a paru très intéressant, à l'occasion de cette démarche participative du plan stratégique, d'avoir cette consultation sur notre raison d'être et sur les engagements de l'entreprise à mission. Et ce qui est magique, un petit peu, dans ces grandes consultations, c'est que la masse amène très vite à l'identification de traits très forts, très visibles, et nous n'avons qu'à nous en féliciter. Est-ce qu'il y a sur l'évolution future, sur les enjeux qui sont les plus urgents à venir, y compris dans la réorganisation de l'entreprise, je pense à des secteurs comme les colis qui sont, ou éventuellement la banque également, aussi des secteurs en forte évolution. Est-ce qu'il y a des choses... Des confidences. Des confidences, en tout cas, des choses marquantes. En tout cas, qui matérialisent ce lien étroit entre les engagements que l'on prend en tant qu'entreprise à mission et notre business au quotidien. Les défis qui sont devant nous, par exemple, j'en prendrai deux, on en a d'autres bien sûr. Le premier, c'est l'avènement du e-commerce, l'explosion des échanges de marchandises
particulièrement dans nos villes, et cette absolue nécessité qu'il y a d'accompagner ces modes de consommation dans des dispositifs qui ne dévorent pas la planète et qui n'étouffent pas nos villes. Et c'est en ça que nos engagements et notre business model sont totalement imbriqués. Notre plan stratégique a fait sien totalement des engagements que nous pouvons prendre en tant qu'entreprise citoyenne, en tant qu'entreprise responsable, dans nos offres et dans notre manière d'organiser notre business. Typiquement, lorsque nous décarbonons nos flottes, lorsque nous poussons la logistique urbaine, nous œuvrons à faire en sorte que dans nos villes, on meure moins prématurément pour des raisons de qualité de l'air. De la même manière, dans un autre univers, nous pensons qu'il y a une convergence des planètes, ou en tout cas un alignement des planètes, pour que la finance elle-même, qui est un élément majeur de l'avènement de cette société dont on rêve, plus respectueuse, plus responsable, plus attentive à l'homme et à la planète, eh bien, cette finance durable, nous pensons que nous pouvons, avec l'acteur qu'est la Banque Postale et la CNP, être un des ferments, un des leviers de cette finance responsable et durable. On s'appuie par exemple sur des choses comme un fait d'armes, d'une certaine manière, où la Banque Postale Asset Management a été la première à être 100% ISR dans son portefeuille et dans ce qu'elle a proposé à ses clients. Pour nous, ce qui est fondamental, et c'est pour ça qu'on parle vraiment d'engagement, c'est à la fois de maîtriser, mitiguer nos risques, limiter nos impacts, mais d'embarquer nos clients et permettre à nos clients de bénéficier de ce que nous savons faire de manière à être encore plus impactant, et d'embarquer également l'ensemble d'un écosystème. Typiquement, nos voitures électriques, on aurait pu décider d'avoir un dispositif contractuel où on faisait un accord secret entre nous et un constructeur. On avait suffisamment de volume pour pouvoir faire ça et bénéficier à nous seuls des voitures électriques. On n'a pas du tout fait ça comme ça. On a organisé un groupement d'achat autour de 20 grands utilisateurs de flotte, 20 grandes autres entreprises. Et l'idée était la clause de la nation la plus favorable, à savoir faire bénéficier à tout l'écosystème de ce que l'on était capable de faire en négociant avec un industriel automobile. Là, typiquement, c'est comme ça qu'on embarque un écosystème, et on a dans nos objectifs d'ailleurs pour 2030 150 partenariats avec les acteurs de l'ESS par an à réaliser. Alors, Nicolas Motis, dans la deuxième table ronde, parlera de ces enjeux d'investissement socialement responsable. Et en tout cas, ça souligne aussi un des aspects du travail que nous avons fait, qui est présent dans le quartier, c'est comment l'entreprise, elle entraîne tout son écosystème. Et ça, je pense que ça rejoint d'autres cas. Alors, je vais passer la parole à Gilles Vermaux-Desroches, qui est en duplex avec nous. Voilà. Ah, il a tout le tableau derrière, parce qu'en fait, Gilles, Schneider Electric, il y a longtemps que Schneider a développé des politiques de développement durable avec de nombreux indicateurs. Et je vois que tu as derrière toi l'ensemble des 17 objectifs du développement durable. Et effectivement, vous faites un travail depuis longtemps. Comment, en fait, sur cette histoire, vous avez greffé les questions qui sont aujourd'hui posées en termes de raison d'être, alors, entreprise à mission, je ne sais pas, mais comment vous articulez à la fois le travail qui est fait depuis longtemps et puis la dynamique nouvelle? Merci beaucoup Marc, merci beaucoup à Lossi. On ne m'entend pas suffisamment. Vous ne m'entendez pas? Non. Je ne sais pas si en ligne... Oui. Non, vas-y, voilà. C'est bon en ligne. Voilà. Merci beaucoup Marc, merci beaucoup Olivier et à Lossi pour cette pertinence d'engagement depuis longtemps pour creuser ce sillon. Je peux d'ailleurs dire que la création de Lossi a été pour Schneider Electric un des éléments qui a, juste à la fin du XXe siècle, poussé des réflexions et des raisonnements. Peut-être que je vais répondre en 3 parties à ta question. La question, quelle est la vision de Schneider sur ces sujets? Ensuite, comment on le fait? Ah, par contre, tu m'entends? Oui, c'est bon. Comment on le fait concrètement? Et puis, troisièmement, enlever le micro. Comment on le fait concrètement?
Comment... Et pourquoi on avance? La première question sur la vision. Henri Lachmann aimait à rappeler une phrase italienne qui est « È vietato aprire la finestra ». Il est interdit d'ouvrir la fenêtre. Et c'était une phrase qu'on trouvait régulièrement dans les trains italiens. Et au fond, la dynamique qui nous a fait embrasser les enjeux du développement durable dans les années 2000 était le contraire de cette ambition-là. Au fond, chacun de nous sait qu'on ne voit pas les choses telles qu'elles sont, mais on voit les choses telles que nous sommes. Et la première démarche qu'il faut mettre en œuvre, c'est d'ouvrir la fenêtre, de regarder dehors. C'est vrai pour chacun de nous. C'est vrai aussi pour nos organisations qui, au moment où elles sont performantes, pourraient croire qu'elles ont à rester dans ce niveau de performance cette traîne et de ne pas regarder complètement à l'extérieur. Le développement durable, les enjeux de responsabilité, c'est une formidable force d'adéquation entre l'intérêt de l'entreprise et l'intérêt de la société. Et la compréhension qu'une entreprise ne pensera jamais mieux son futur en essayant d'être un contributeur positif aux intérêts de la société. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que derrière cette réflexion sur le signaux faible, Schneider Electric n'a jamais vraiment organisé de benchmark de ce que font les autres sur le sujet, mais au fond, suivi une maxime que certainement un certain nombre d'entre nous connaissons, qui est « avance sur ta route ». Avance sur tes pas car j'ai perdu la phrase. Avance sur ta route car elle n'existerait pas sans tes pas, voilà. C'est-à-dire qu'une entreprise sur le sujet doit bien sûr faire des process, doit bien sûr mettre au carré l'ensemble des données d'ESG dont on parlera tout à l'heure, mais elle doit aussi risquer et prendre son risque, choisir sa chance de ce côté-là, y compris en étant la première à rentrer sur un certain nombre de démarches. J'ai souvenir quand en 2003, Schneider Electric a décidé d'avoir une couverture sociale pour tous ses salariés dans le monde, alors que dans un certain nombre de pays, elle n'était pas obligatoire. Quand en 2005, Schneider Electric a décidé de faire en sorte que toutes les familles des salariés puissent avoir cette couverture sociale. Il n'y avait pas un tel produit, un tel projet dans d'autres entreprises et probablement que ce risque fait partie de la démarche. Le troisième point, se pencher pour connaître la société. 2, risquer sa responsabilité en étant où on est, en prenant ses engagements. 3, embarquer les enjeux dont on parle aujourd'hui, de la cerise sur le gâteau au levain dans la pâte. C'est-à-dire que souvent, on a dans le début de ce siècle considéré que le développement durable était un peu une cerise sur le gâteau. La démarche, c'est de faire en sorte que celle-ci soit plus visible pour que ce soit l'intégralité de l'entreprise qui prenne ses décisions au regard de ce sujet-là, et on a essayé de le faire. Et puis, le dernier point, c'est que dans ces 20 années, on a vu comment l'entreprise faisait société, et je pense que tout ce qui est autour de la raison d'être y contribue, c'est-à-dire comment nos entreprises sont devenues des grands bateaux, à la fois avec beaucoup d'acteurs en interne, plus de 150 000 chez Schneider Electric dans plus de 100 pays, et à la fois avec beaucoup de partenaires, et il est important de mettre des mots sur quelle est la traversée qu'on veut faire ensemble et quel sens on lui donne. Ça, c'était un peu pour ouvrir notre esprit et ce qu'ils sont les 5 grandes attitudes qu'on a eues pour avancer sur cette démarche-là. Vient la question du comment. La question du comment, pour moi, qui a été en charge pendant 20 ans de ce sujet chez Schneider Electric, elle est comment les acteurs experts s'engagent à simplifier ces sujets pour embarquer l'ensemble de ses collaborateurs. Lorsqu'on parle des parties prenantes de l'entreprise, probablement la plus complexe à convaincre, à embarquer, mais aussi la plus efficace pour accélérer, c'est les collaborateurs. Nous, on a trouvé une méthode très simple, il y en a sûrement d'autres dans d'autres entreprises. En tous les cas, c'est comme ça que Schneider Electric s'est organisé pour progresser dans les enjeux de développement durable qui font qu'on a été reconnu comme on l'a été cette année en étant... ça ne durera pas, donc on peut le citer en 2021, l'entreprise reconnue la plus développement durable de la planète par Corporate Knife à l'ouverture du forum de Davos. Dès les années 2000, on a construit
un outil qui s'appelle le baromètre Planète et Société, ce qui est devenu Schneider Sustainability Impact, qui est un outil d'une vingtaine de grandes transformations que l'on décide tous ensemble pendant 6 mois et que l'on déploiera pendant 3 ans avec à chaque fois des mesures. Que l'on parle d'éthique, que l'on parle d'engagement, que l'on parle d'environnement, de climat, de biodiversité, d'entreprise inclusive, d'engagement sociétal de l'entreprise, tout se mesure. Et la force de la mesure et de la communication de la mesure, c'est aussi les moyens d'avancer. Donc ce baromètre est un outil que depuis les années 2008 à 2010, le président de l'entreprise, ça sera dans 15 jours, publie en même temps que les résultats financiers. Il est accessible sur le site, vous tapez Schneider Sustainability Impact et vous aurez tous les résultats de cet outil depuis 2008 en ligne jusqu'à maintenant et au dernier trimestre. On vient d'en changer pour les 5 ans qui viennent. Et ces grandes transformations sont celles qui sont déployables partout chez Schneider Electric. Elles se font aujourd'hui chez Schneider Electric pour les 5 ans qui viennent autour de 6 thématiques, plutôt 5 plus 1. La première est positive pour contribuer à réduire le changement climatique. Elle a 3 indicateurs précis. La deuxième est frugale, à la fois des ressources dans nos produits et des matières premières, mais aussi dans l'organisation de l'entreprise. La troisième, construire une société de la confiance avec nos partenaires et en interne chez Schneider Electric. Ce sont tous les enjeux d'éthique, de droit d'alerte, de surveillance de la compliance, etc. La quatrième, c'est d'offrir à chacun des chances équivalentes de progrès dans l'entreprise pour que, quel que soit l'endroit où on est dans le monde, quel que soit son genre, son âge, sa formation, on puisse considérer qu'en rentrant chez Schneider Electric, on a des chances équitables de progresser. C'est un superbe enjeu dans une entreprise mondiale. La cinquième dimension, c'est de considérer toutes les générations dans l'entreprise et ce qu'elles apportent en ayant un œil très attentif à toute la génération qui est en fin de carrière sur ces questions de transmission, mais aussi de préparation de l'avenir, et puis peut-être de volonté de travailler différemment, mais aussi toutes les actions pour accueillir des jeunes dans l'entreprise, y compris pour des enjeux d'innovation dans l'entreprise, mais aussi de contribution à l'enjeu sociétal très important qui est celui d'intégration des jeunes. Et puis une sixième dimension dont je vous ai parlé qui était locale, c'est de faire en sorte que derrière le déploiement des 12 grands indicateurs qui portent les objectifs dont je viens de parler, il puisse y avoir aussi des indicateurs complémentaires locaux. Voilà, on définit ça pendant 6 mois, on se met d'accord, on a tous ces enjeux. Ils sont à la fois des enjeux de responsabilité de back-office sur les enjeux environnementaux, sociaux, de gouvernance et d'éthique, et des enjeux de front-office, c'est-à-dire d'évolution de la stratégie de l'entreprise pour être un acteur qui montre bien que par son offre, elle mêle intérêt de l'entreprise pour sa performance court et long terme et intérêt de la société. Et puis, comme je le disais, les enjeux sociaux, environnementaux, gouvernance dans un même outil. La difficulté probablement de ces enjeux, c'est que chacun veut communiquer le silo dont il est le patron et pas essayer de bâtir une cohérence globale. On a essayé de faire ça par cet outil communiqué tous les trimestres. Et puis, pour être concret, puisque normalement dans nos entreprises, la rémunération variable marque les sujets importants de l'entreprise, 150 millions de rémunérations variables de Schneider Electric sont liées à la performance de cet outil Schneider Sustainability Impact, après qu'il soit audité par un tiers externe. Ça représente 20% de la rémunération variable des 60 000 managers de l'entreprise. Ça représente 20% des actions de performance que reçoivent les 3000 premiers leaders de l'entreprise. Ou les personnes à haut potentiel que l'on souhaite, pour lesquelles on souhaite compléter la rémunération par cet outil long terme. Et ça concerne aussi tous les salariés français, par exemple, puisque 50% de l'intéressement participation de Schneider est lié à cette performance. Donc voilà, le comment est pour moi important derrière la vision, parce que sans ça, on n'embarquerait pas l'ensemble des collaborateurs et on ne serait pas capable de voir comment on a progressé et d'étudier ce progrès tous les 3 ans, tous les 5 ans. Il ne s'agit pas de changer tout le temps, mais il s'agit là. Et le dernier point pour en arrêter là, le pourquoi on fait ça,
Au fond, quand on est Schneider Electric, on est sur un métier dans les années 90 qui pourrait devenir une commodité, un sujet performant, y compris dans l'itinéraire en bourse et dans la profitabilité de l'entreprise. Mais quel est l'avenir? Eh ben, l'avenir, on l'a inventé autour des enjeux de développement durable qui ont permis d'innover autrement, de construire un consensus à l'intérieur de l'entreprise et avec les gens qui nous rejoignent. 45% des salariés de Schneider Electric aujourd'hui sont dans l'entreprise depuis moins de 5 ans. C'est dire que c'est sur ces enjeux de développement durable aussi qu'ils nous ont rejoints. Et donc l'ambition qu'est la nôtre, en étant mesurée par les cabinets de rating, Vigeo, Dow Jones Sustainable World, j'ai parlé de Corporate Knife et d'autres, CDP, dans les premières places du podium des entreprises dans la course du développement durable, c'est une manière comme une autre de valider par des tiers externes la politique qu'est la nôtre, probablement d'accroître notre réputation, ce faisant d'attirer les talents mobilisés sur ce sujet et dont on a besoin pour être disruptif, innovant pour demain et pour faire de ce sujet, j'allais dire, non seulement la colonne vertébrale de l'entreprise, on a parlé de la raison d'être, au fond la raison d'être c'est fabuleux parce que c'est une manière de prendre ce qui fait l'ADN de l'entreprise, on parle souvent de ce sujet, de prendre ce qui fait des outils ou des pièces de sa responsabilité. Souvent, on regarde derrière et on dit on fait ça depuis longtemps parce qu'on est une boîte responsable, etc. La raison d'être, ça projette tout ça dans l'avenir en donnant un objectif à tous ces enjeux, en disant on veut respecter les 17 objectifs du développement durable qui sont derrière nous. Chacun dit quelque chose à l'entreprise et doit être une marche de progrès. Et la raison d'être nous projette dans cette logique-là. Et puis la deuxième démarche, c'est pas seulement faire en sorte que l'entreprise précise par ses raisons d'être qu'elle est engagée dans cette démarche, mais c'est de faire en sorte que chacun des produits raconte l'histoire de cet engagement et montre l'alignement global des équipes, mais aussi de l'offre de l'entreprise vers ces enjeux du développement durable. Merci beaucoup, Gilles. Donc, tu as été très complet. Tout est bien, la dynamique est bien rapportée dans la contribution qu'il y a de Schneider Electric dans le cahier de l'OSI. Merci beaucoup. Je crois que tu ne vas pas pouvoir forcément rester avec nous jusqu'à la fin, mais on te redonnera la parole tout à l'heure, si c'est possible. Je m'en excuse parce que je dois partir pour une raison qui est assez liée à la dernière phrase que je vais vous dire. Moi, j'ai l'impression que depuis 20 ans, on s'engage dans les process du développement durable et qu'on arrive à un moment tout à fait capital. Et l'écriture de raison d'être a été importante pour ça, qui est la question de l'impact des entreprises. Et que demain, on sera mesuré sur nos impacts. Et ma deuxième impression que je vous livre, et malheureusement je ne pourrais pas rester jusqu'au bout, c'est que nous, on fait évoluer cet enjeu qu'on appelait développement durable autour de la question de la citoyenneté de l'entreprise, parce que clairement, il nous apparaît que si le climat est l'affaire du siècle, l'affaire de la décennie qui vient est probablement chargée par la nécessité de remplir nos responsabilités sociales sur le monde des jeunes. 1,8 milliard de jeunes va chercher un avenir et 80% dans les pays en développement. Quant à ceux de nos pays développés à la fin du Covid, on voit bien la nécessité de leur être attentif. Et le deuxième sujet, c'est qu'enfin, me semble-t-il, les questions de droits de l'homme prennent de l'importance dans les politiques d'entreprise et dans la nécessité que l'on a de les surveiller comme on a surveillé dans les 20 dernières années les enjeux environnementaux. Et je pense que l'OSI est clé dans ces deux enjeux, faire en sorte que nos entreprises soient aussi l'agenda des solutions des jeunes, comme ils l'ont été pour le climat, il va falloir encore qu'on accélère, et porter une attention nouvelle, renouvelée à la question des salaires décents, du travail décent, du travail d'enfants, parce que nos grandes entreprises qui ont poussé le chemin de la responsabilité doivent encore plus être attentifs à ces sujets dans leur complète supply chain. Merci beaucoup Gilles. Alors, je vais passer la parole. On va continuer sur c'est une question sur laquelle on reviendra, sur la mesure de l'impact. Comment on peut mesurer ça? Comment ça peut être objectif? Je vais passer la parole à Valérie Bompard, qui est directrice de la stratégie de la transformation du groupe Vive, qui va nous dire un petit peu le groupe Vive, où la notion d'intérêt général est là aussi au cœur du modèle d'affaires, du modèle historique. Et donc de voir comment ça s'articule avec la performance financière également.
Merci beaucoup, merci, bonsoir à tous. Mais écoutez, je suis ravie d'être là et effectivement de vous expliquer pourquoi on place la notion d'intérêt général au cœur de notre modèle. Ce groupe Vive, c'est un acteur mutualiste, un groupe de la santé et de la protection sociale et qui est issu de l'union assez récente, ces 3 ans, des principales mutuelles françaises que vous connaissez mieux sous le nom de MGEN, de Harmonie Mutuelle, par exemple. Et donc, dans Mutualiste, il y a Mutuelle, et donc Mutuelle, c'est une façon d'entreprendre qui a plus de 150 ans et qui finalement est basée sur 2 grands principes qui sont d'une part le principe du non lucratif. On met en commun des moyens pour s'entraider, aider les solidarités et vraiment défendre des objectifs sanitaires et sociaux forts. Et le deuxième principe fort, c'est celui du débat démocratique où un homme égale une voix et finalement le débat démocratique est très important. Donc Vive s'est construit sur ces principes fondamentaux, mais aussi avec une vision qui était une vision que la conviction que la combinaison de toutes nos mutuelles et de tous les métiers qui constituaient les mutuelles allait avoir un vrai impact sur la société et notamment en se définissant comme entrepreneur du mieux vivre et finalement la volonté d'être utile à tous et à chacun. Alors pourquoi une combinaison unique de métiers et une combinaison unique de maillage territorial ? Parce que dans les métiers, on est un acteur des soins et de l'accompagnement. C'est quoi ? C'est 1400 établissements du soins non lucratifs et à l'intérieur de ça, c'est des établissements, plusieurs centaines d'établissements dédiés à l'accompagnement des fragilités. Une fragilité, c'est à travers des EHPAD, à travers des établissements de santé mentale, à travers des établissements d'aide au handicap. Voilà, c'est ça le groupe Vive. C'est aussi un acteur de la protection. Donc quand on dit la protection, on pense à assurance santé, prévoyance, dépendance par exemple. Et c'est une manière de faire ces assurances qui sont accessibles à tous. Et je pense aussi notamment à la protection financière. Et puis c'est du logement social. C'est 400 000 logements sociaux qui permettent à tous et à chacun d'accéder plus facilement au logement. Voilà. Et donc en combinant tout ça, on peut être dans une démarche d'accompagnement personnalisé des gens dans la santé. Il s'agit plus simplement d'être un payeur, mais bien un accompagnateur et accompagner de manière personnalisée nos adhérents, mais aussi donc 11 millions d'adhérents, mais aussi tous les Français par rapport à cet accès aux soins. Et on l'a bien vu dans la crise du Covid, c'était pas tant d'être remboursé que de savoir s'orienter dans ce système de santé qui était important pour les Français. Et donc j'en viens à notre deuxième atout d'être une combinaison d'acteurs, c'est celui du maillage territorial. Effectivement, en s'unissant, on va pouvoir être plus fort dans les territoires parce que la santé, c'est avant tout un sujet de territoire. Les solutions qu'on apporte au national ne sont pas les mêmes dans une région ou dans une autre. Et donc c'est là où on va pouvoir aussi développer la force de ce qu'est une mutuelle, c'est-à-dire l'engagement de ses élus. Pour le groupe Vive, c'est plus de 10 000 élus. 10 000 élus qui sont au quotidien en proximité des besoins des personnes sur les régions et donc vont nous aider à développer des vraies solutions de proximité qui sont utiles. Voilà. Et donc, effectivement, parce que le secteur est en pleine évolution, il y a le travail que vous faites de regroupement, mais il y a aussi un champ d'évolution sur le statut des mutuelles, sur les concurrences avec d'autres acteurs qui interviennent. Et donc, la question de la performance économique, elle intervient aussi, et je sais que vous y êtes très attaché. Oui, c'est vraiment. Donc vous avez raison de dire qu'on a des modèles qui sont challengés, c'est évident, mais on est aussi très attaché au fait de dire que cette performance sociale, elle ne peut pas être opposée à la performance économique. Donc c'est pour ça que l'objet aussi de former le groupe, c'était d'être plus solide ensemble, avec des fonds propres plus forts, avec des exigences de solvabilité, mais aussi de croissance. Et donc, c'est aussi ce qui nous a permis d'être acteurs de contributions exceptionnelles pendant la crise du Covid. Mais voilà, cette performance économique, elle est vraiment indispensable pour traduire en acte nos valeurs, si j'ose dire. Et donc, continuer à investir sur des axes forts pour nous, que sont l'accès aux soins,
notamment, mais aussi les solidarités, les déterminants de santé. Sur l'accès aux soins, si je peux m'arrêter 2 minutes pour vous donner un exemple, c'est qu'on a, avec la Caisse des dépôts et consignations, Muriel parlait de l'importance des partenariats aussi tout à l'heure, c'est donc en s'unissant à la Caisse des dépôts et consignations, on a monté une association qui s'appelle Assist, pour Association Innovation Santé Territoire, et cette association, elle développe un certain nombre d'innovations qui sont vraiment au service de l'accès aux soins, donc des services médicaux de proximité, par exemple, en s'appuyant dans des déserts médicaux sur des médecins retraités et des internes, et donc inventer un modèle de prise en charge qui est complètement nouveau. C'est par exemple investir dans de l'imagerie médicale de pointe dans des régions qui n'ont pas accès à de l'imagerie, par exemple, ou encore développer la télémédecine dans les EHPAD ou la téléconsultation ou tout ce qui est télésoins. Voilà. C'est ce genre d'action que l'on fait et qui nous permettent d'investir, et c'est en ça que la performance économique est importante pour avoir de l'impact. Sinon, il n'y a pas de solidarité sans performance économique. Je crois que c'est quelque chose que vous dites aussi souvent. Et est-ce que par rapport à la question de Gilles sur l'avenir et donc la mesure de l'impact, je sais que vous réfléchissez, beaucoup d'acteurs réfléchissent à ces questions, comment mesurer l'impact qu'on peut avoir, notamment l'impact social, sociétal? Bien sûr. Effectivement, statut n'est pas vertu, et donc c'est important aussi de pouvoir mesurer en permanence ce que l'on fait. Et c'est pour ça que cette notion de mesure de l'impact, elle a été embarquée dans nos tout premiers plans stratégiques. Et donc effectivement, je suis directrice de la transformation stratégique. C'est un sujet qui a été au cœur de notre plan stratégique et qui s'est matérialisé déjà par, comme on était un groupe nouveau, déjà se demander quelle était la définition finalement de ce qu'étaient les définitions communes de tous nos effets externes positifs dans les comptes. Et donc déjà arriver à mettre des chiffres communs sur l'action sociale. L'action sociale, c'est quoi? C'est permettre à des gens d'accéder à des soins coûteux, par exemple, d'assister tous ceux qui rencontrent des difficultés pour accéder au travail. C'est ces choses-là. Donc d'arriver à mettre un ensemble de chiffres sur la notion de prévention aussi, prévention des risques en entreprise, prévention au sens large, et aussi partenariat et mécénat. Voilà. Et donc on est arrivé à chiffrer quelque chose de l'ordre de 80 millions d'euros qui finalement impacte nos comptes et notre résultat de fin d'année, et qui est un chiffre qui nous paraît important de suivre dans le temps et de suivre l'évolution. Et puis il y a aussi tout ce qu'on ne peut pas chiffrer, tout ce que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire agir sur les déterminants de santé, des labels de logement santé, des services d'accompagnement des salariés, toutes ces choses qu'on peut difficilement chiffrer, du bénévolat, et sur lesquelles on va essayer finalement de mesurer dans le temps la manière dont ça évolue et de sortir quelques indicateurs. Voilà, comment j'arrive à mettre un indicateur sur l'aide à l'accès aux soins, la préservation du capital santé, tout ça pour démontrer que finalement notre performance mutualiste, elle est gagnante. Donc c'est un travail qu'on a démarré. On est parti de données entrantes qui sont des données de ressources humaines, des données d'achat, des données chiffrées, et on a essayé de modéliser tout ça pour pouvoir le suivre dans le temps et en faire un élément déterminant de la manière dont on mesure notre impact dans le temps. Voilà. Donc évidemment, on a aussi une politique de développement durable qui est aussi engagée autour des 17 ODD de l'ONU, sur lesquels on travaille à mettre des objectifs datés et chiffrés également, qui vont nous permettre de mieux suivre dans le temps notre impact. Et puis voilà, je terminerai aussi par le fait que nous, on n'a pas encore fait le choix d'être un groupe à mission. C'est quand même une définition un peu compliquée. En revanche, on a des mutuelles qui travaillent sur leur raison d'être, qui ont aussi fait le choix pour certaines de s'engager dans le statut d'entreprise à mission. Et c'est quelque chose qu'on ne se privera pas en tout cas de mettre au débat et de revisiter au fur et à mesure qu'on avancera dans le temps et qu'on arrivera à concrètement mesurer notre impact. Voilà. Merci beaucoup Valérie. Alors Charles-Henri Bessérdéhort, comment un professeur d'HEC réagit à ces questions-là? Alors, un professeur dans une grande école qui forme des managers, donc sur ces questions-là, avec une majeure développement durable qui existe. Donc quels enjeux tu soulignes, y compris dans une dimension internationale que tu connais? Un peu historique. Parce que cette question de l'intérêt général, c'est précisément la prise en compte des enjeux de la société, la prise en compte notamment de l'intérêt des parties prenantes, qu'on avait complètement oublié. Il
faut le dire, et notamment dans les sciences de gestion, parce que nous sommes en fait une institution qui normalement devrait faire de la recherche et de l'enseignement en sciences de gestion, en sciences du management, et on s'aperçoit en fait que c'est quand même une affaire ancienne sur le plan scientifique, puisque quand on regarde les sciences de management ou sciences d'organisation, je mets un peu toutes ces sciences dans le même pot, on a une tendance d'une entreprise ou d'une organisation qui est très très fermée jusqu'aux années 50. Tu vois, on ne s'occupait pas de l'environnement, quoi. Toutes les théories, y compris, vous connaissez les théories des relations humaines, on s'occupait de l'intérêt des individus à l'intérieur de l'entreprise, mais pas tellement. Et puis après est arrivé tout un courant de pensée qu'on a nommé les théories de la contingence. Et les théories de la contingence, c'est la première fois qu'on prend en compte les enjeux de l'environnement. Vous voyez, et ça, c'est intéressant, parce que tout d'un coup, on se rend compte qu'il faut adapter l'entreprise, l'organisation, à des situations d'environnement qui sont très différentes. Là, quand je dis environnement, je ne parle pas encore de l'environnement au sens développement durable. On va dire de l'environnement. On s'occupe, on commence à adapter. Il y a, par exemple, si je prends juste un exemple de deux Anglais très célèbres, c'est Burns et Stalker dans les années 60, qui proposent qu'un environnement très rigide corresponde à une organisation très rigide, donc bureaucratique, on connaît bien, n'est-ce pas, la Poste historiquement. Et quand on a un environnement qui est très mouvant, très incertain, eh bien, ils parlent d'organisation organique, ils utilisent le terme d'organique, mais je dirais aujourd'hui agile, je dirais adocratique, etc. Donc vous voyez, c'est la découverte que l'environnement a un impact. Alors ce qui est quand même très intéressant, tu vois, c'est que ce mouvement vers l'intérêt général, je l'ai dit à l'instant, et on l'a entendu dans plusieurs témoignages, c'est la prise en compte des parties prenantes. Eh bien, cette théorie des parties prenantes, elle existe et elle date de 1984. Donc c'est quand même pas l'année dernière. Alors, ce qui est, par contre, à mon sens, crucial, c'est les évolutions. Gilles, tout à l'heure, parlait de Schneider. Moi, ce qui m'a frappé, c'est l'évolution d'une entreprise. En plus, je connais bien son président, je l'ai même eu comme étudiant à HEC. Bon, pendant quelques jours, c'est quand même intéressant. Et je me souviens de son discours à la fin des années 90, avant qu'il prenne la direction. Moi, je ne savais pas qu'il allait devenir président de Schneider, mais je me souviens qu'il disait il faut qu'on sorte de la vente de boîtes électriques, de boîtiers électriques. Parce que rappelez-vous qu'avant, Schneider, c'était quand même une entreprise qui vendait des boîtiers électriques pour aller vers des solutions, c'est ça qui est intéressant, aux clients, apporter aux clients pour leur faire des économies d'énergie. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'était déjà une idée de... Il y avait quelque chose, ce n'était pas encore formalisé comme étant quelque chose qui était tourné vers la planète, mais malgré tout, c'était déjà dans l'intérêt du client. Et puis progressivement, on a vu tout ce qu'a dit Gilles, c'est vrai, c'est que ça fait de plus en plus partie d'une entreprise qui, auparavant, n'était qu'une entreprise totalement tournée vers le business. Parce que ce qui me frappe avec vos deux cas, c'est que vous étiez dans vos ADN, tu l'as dit tout à l'heure sur la Poste et vous l'avez dit sur les mutuelles, ce sont des entreprises qui sont déjà socialement responsables. Parce que ça fait partie. Toi, tu t'occupes des territoires, etc. Tu nous as raconté l'importance de la présence des postiers. D'ailleurs, les postiers, je me souviens, on en avait discuté avec ton président sur la mise en place de Veiller sur mes parents. Il y avait un enjeu véritablement presque sociétal. Il y avait peut-être un nouveau. Il y a un nouveau petit business, mais en même temps, donc ça c'est l'exemple typique de business. Voilà, et c'est d'une situation, on sait très bien que les parents isolés, nos vieux parents isolés, on a besoin de... Voilà. Donc pour revenir à ta question, les écoles sont quand même un peu en retard. Je vais être très clair, j'espère qu'on ne m'écoute pas trop. Les écoles sont quand même très en retard. Il y a eu des initiatives, notamment à HEC, sur le master de développement durable, sur un centre qu'avait lancé le précédent directeur général SNO, Society and Organization, si vous préférez, et donc qui s'occupe des enjeux déjà de développement durable. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'en décembre 2020, il y a eu tout un mouvement à l'intérieur même de l'école, et ça a été jusqu'aux anciens, de jeunes qui disaient le nouveau directeur général, parce qu'on vient de changer de directeur général, doit avoir cette dimension sociétale très tournée vers la transition climatique. C'est-à-dire que tous les enseignements, pour dire les choses clairement, devraient être pensés à l'aune de cette transition climatique, des enjeux de développement durable. C'est ça qui est frappant. Et ce n'est pas venu de profs. Ce sont des jeunes de première et deuxième année qui ont fait... Il y a un autre exemple très récent. Le PDG de Total a été refusé par la promotion de l'école polytechnique. Voilà. Si tu veux, moi je pense, et tout à l'heure, moi ce qui m'a frappé, c'est que Gilles, tout à l'heure, dit ça nous permet d'attirer des talents.
Parce que je crois que, évidemment, nos jeunes générations, et je le vois, je vois cette jeune femme formidable, diplômée HEC, qui a créé avec 5 garçons une start-up qui s'appelle Time for the Planet. Vous avez peut-être entendu parler. Ce qui est quand même fabuleux quand on discute avec elle. Et je l'ai vu présenter devant des dirigeants l'autre jour, là, qui ont été un peu estomaqués du culot de cette fille. Enfin, 31 ans, et leur rentrer dans l'art, pour dire les choses clairement. HEC est en train de se doter d'une raison d'être. En fait. Mais oui, en plus. C'est-à-dire qu'on a un mouvement, je pense qu'il y a une prise de conscience dans nos institutions de cette dimension. Et puis, la dernière chose, il se trouve que je travaille depuis quelques années avec une fondation qui s'appelle la FNEJ, la Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion. Et bien, l'un des enjeux de cette fondation qui est historiquement de coordonner ce que font les institutions d'enseignement et de recherche en gestion en France, 90 établissements quand même sont affiliés, c'est justement cette dimension de la responsabilité sociétale, du développement durable, c'est-à-dire de pousser les écoles à mettre plus, et en vrai, pas juste du cosmétique, la prise de conscience dans les enseignements. Mais vous savez, les jeunes, je crois, sont prêts. Ceux qui sont peut-être un peu plus difficiles à convaincre, ce sont des enseignants qui ont passé 20 ans, 30 ans à enseigner un peu les mêmes choses et à faire évoluer. Parce que je ne suis pas convaincu que les professeurs de finance soient encore tous convaincus de la nécessité de prendre des indicateurs non financiers. Donc, tu vois, je veux dire, pour les entreprises, à mon avis, c'est un enjeu. Il l'a dit tout à l'heure, Gilles, je suis convaincu que nos jeunes votent avec leurs pieds. C'est-à-dire que si l'entreprise ne démontre pas, que ce soit par une raison d'être clairement exprimée, on devient entreprise à mission, etc., mais que ce ne soit pas du cosmétique, je peux vous assurer qu'on a beaucoup de jeunes talents que voudraient avoir les entreprises, qui n'iront pas dans ces entreprises et qui iront faire de l'ONG. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on a vu se développer, qui iront dans des start-up qui payent très mal, en fait, il ne faut pas croire, etc., plutôt que d'aller dans la grande boîte qui ne fait rien. C'est une des revendications du mouvement des jeunes. Mais bien sûr. Pour bien sûr. L'écologie. Non, je pense qu'il y a vraiment une révolution même dans l'enseignement. Et tu vois, parce que je peux être dans les enjeux aujourd'hui, dans les revues scientifiques, ça c'est un vrai sujet. Comment un prof est évalué aujourd'hui, est-ce qu'il faut publier, etc. Eh bien, les revues scientifiques et les associations académiques, et je suis encore pour quelques mois le président de l'association francophone de gestion des ressources humaines, de RH, on doit intégrer de plus en plus dans les critères d'évaluation des dimensions, des critères, justement, d'articles qui font ou pas référence, si tu veux, à ces enjeux de transition, à ces enjeux de responsabilité sociale et sociétale. Ça, c'est intéressant parce que ça prouve, et on parlait de la mesure tout à l'heure, si vous ne mettez pas quelque chose en regard, c'est un peu comme Gilles qui nous dit que, je crois, 20%, c'est ça, de la rémunération est calée sur ces indicateurs. Merci Charles-Henri. Je vais passer... Alors, vous pouvez poser des questions en ligne avec l'outil. Ça fonctionne comme une plateforme classique. N'hésitez pas. Et je vais passer la parole à Catherine Kessedjian. Alors, on avait souhaité avoir un professeur qui articule droit privé et droit public, et avec une dimension internationale. Et donc, très heureux de l'accueillir. Donc la question au départ, c'est est-ce que associer entreprise et intérêt général, ça a aussi du sens à l'échelle internationale quand on voit l'actualité aujourd'hui qui est assez compliquée aussi. Bien, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous tous. Et bonjour à toutes et à tous ceux qui sont de l'autre côté de l'écran. Alors la réponse à votre question, elle est clairement oui. Et en réalité, alors je vais remonter un tout petit peu plus loin que ce que Charles vient de faire, c'est-à-dire que pour moi, je pars de Adam Smith, je pars du capitalisme à l'origine. Et le capitalisme à l'origine ne séparait pas l'intérêt de l'entreprise et l'intérêt général. Donc on a perdu cet ADN extrêmement fertile, à mon avis, du capitalisme. Je ne vais pas refaire cette histoire-là, vous la connaissez tous, mais du coup, nous sommes obligés aujourd'hui de rattraper un retard que nous avons accumulé au titre d'un certain nombre d'années, et c'est pour ça que la pente est difficile à remonter.
Alors, une fois qu'on a dit ça, finalement, comment le droit, parce que moi je suis là comme juriste, c'est rare d'ailleurs qu'une juriste soit invitée dans ce type de débat et j'en suis fort contente, mais je ne suis peut-être pas forcément la juriste, je dirais, classique, pour 2 raisons. D'abord parce que je pense que le droit doit accompagner et éventuellement montrer la voie. Mais c'est assez difficile de voir comment, et ça serait une des questions que j'aurais aux personnes qui sont là dans cette table ronde, mais on n'aura probablement pas le temps, donc peut-être qu'on pourra en discuter plus tard, c'est comment vous avez été influencé par les normes juridiques, notamment les normes juridiques internationales, et notamment ces fameuses normes dites de soft law, sur lesquelles j'aurais beaucoup de choses à dire, mais voilà, ce n'est pas le lieu. Et ça m'intéresse, parce que du coup, tous les travaux que nous avons entrepris depuis, on va dire depuis 2011, c'est-à-dire depuis les fameux principes Ruggie des Nations Unies, tous ces principes, finalement, commencent à être effectivement pris en considération dans les entreprises. Et pour moi, l'entreprise à mission, et c'est pour ça que j'ai tiqué un petit peu tout à l'heure, et Marc, vous l'avez mentionné quand... pardon, Muriel, j'oubliais votre prénom. Quand Muriel a parlé du fait que c'était la prochaine étape pour la Poste, moi, ce que je crains avec l'entreprise à mission, c'est qu'on donne un mauvais message à tous les autres. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est indispensable, c'est que tous les principes dont vous avez tous parlé depuis tout à l'heure, c'est pour toutes les entreprises, c'est pas seulement pour les entreprises à mission. Et je trouve qu'on est allé un peu vite en France à prendre le modèle américain, parce que ça vient des États-Unis, hein, l'entreprise à mission. C'est le Purposeful Enterprise. Et en réalité, ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'elle avait eu un certain succès, pas complètement du succès, mais un certain succès aux États-Unis à cause de l'éthique protestante que nous n'avons pas en France. Donc je me pose la question de savoir si on ne va pas, pour quelques entreprises qui vont effectivement adhérer à ce principe de l'entreprise à mission, oublier toutes les autres qui vont continuer à faire du profit n'importe comment et pour n'importe quel type j'allais dire, d'objectif. Et ça me préoccupe. Donc c'était le petit... C'était pas pour dire que la Poste ne devait pas le faire, mais c'était pour simplement dire qu'il ne faut surtout pas oublier les autres. Alors, du point de vue des négociations internationales, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans le thème que vous nous avez donné cet après-midi, Marc, c'est ce fameux contrat sociétal. Je trouve que c'est un concept qui est extrêmement porteur et si vous me le permettez, je vais l'apporter dans les négociations internationales dans lesquelles je participe. Il y a aujourd'hui, vous le savez tous, 3 grands forums qui nous permettent de discuter de ces choses-là. Premièrement, et la France a été assez pionnière en la matière, puisque c'est la France qui a, pour la première fois, adopté cette fameuse loi sur la vigilance, qui a été très critiquée dans le monde de l'entreprise, mais qui finalement se révèle quelques années plus tard comme un modèle. L'Allemagne est en train de faire la même chose. Bon, la Grande-Bretagne avait fait le Slavery Act, qui est beaucoup plus limité. Les Pays-Bas sont en train de discuter. Malheureusement, la Suisse, le référendum populaire a un petit peu capoté. Mais bon, la France a montré la voie. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui ? Nous avons les travaux européens. Fondamental. Ça, je l'avais dit quand la France avait commencé à travailler sur la loi sur la vigilance, ça doit être un projet européen. Enfin, on y est. Malheureusement, le projet de texte qui devait être préparé par la Commission est rendu public là maintenant, au mois de juin, a été d'abord reporté en juillet et puis maintenant on nous dit que c'est septembre. Donc là, je pense qu'il y a du lobby qui doit être en train de se faire à l'encontre de ce texte et là, ça serait vraiment dommage. Donc là, je pense qu'on a besoin de toutes les voies pour porter ce projet. Deuxièmement, nous avons ce fameux instrument contraignant au sein des Nations Unies, négocié au sein des Nations Unies. Alors là, je vais pas en parler trop longtemps, hein, parce qu'on pourrait vraiment faire... Oui. En quelques mots, c'est dommage, parce que c'est une opportunité idéale, mais elle est un peu ratée pour le moment.
Et donc là, il faudrait vraiment que des pays comme la France et notamment, je dirais aussi porté par l'Union européenne, on puisse améliorer les travaux. Mais bon, ça c'est un autre problème. Et puis troisièmement, c'est évidemment l'OCDE. Au sein de l'OCDE, il y a beaucoup de choses qui se font. Et là, quand on compare les principes Ruggie et maintenant la déclaration pour les multinationales de l'OCDE, on a quasiment le copier-coller. Et c'est normal puisque les équipes ont travaillé ensemble. Ce qu'on s'est dit sur le contrat sociétal, vous pouvez peut-être ajouter un ou deux mots, mais quand nous y en avons travaillé, on s'est dit, on parle d'un objet social étendu. Et dans l'entreprise, traditionnellement, surtout en France, on était dans une logique aussi de contrat social entre les collaborateurs, dont Gilles a parlé et que c'était un enjeu essentiel, et puis les directions. Et de se dire, en fait, il y a toute la question de l'écosystème, et il y a la question d'intérêt général qui pose le fait que ça ne peut plus seulement concerner deux parties dans l'entreprise. Hein, c'est la question aussi des parties prenantes. Donc comment on réfléchit, et la raison d'être, d'une certaine manière, Gilles l'a bien expliqué chez Schneider, le statut d'entreprise à mission, ou même l'articulation d'un plan stratégique avec des objectifs extra-financiers, c'est de l'ordre d'un contrat. C'est pour ça qu'on l'a appelé contrat sociétal, pour ne pas se situer dans une logique pure de relations sociales, je dirais. Et donc voilà, est-ce que ça a du sens au niveau international? Mais c'est très porteur, c'est extrêmement porteur. Et tout ce qui a été décrit tout à l'heure, et notamment par Gilles, sur la prise en considération des parties prenantes, et ce qu'on appelle au sein de l'OCDE la due diligence, et la vigilance à la française, c'est un peu ça aussi. Donc en réalité, ça c'est extrêmement porteur. Moi, ce que je dis toujours aux entreprises avec lesquelles je travaille, le maître mot, c'est la cohérence. Vous devez être... le maître mot, c'est la cohérence, et l'exemple vient d'en haut. C'est-à-dire que si le top management de l'entreprise n'est pas complètement convaincu par ce que vous appelez ce contrat sociétal, et je vais reprendre cette expression, ça ne marche pas. Et deuxièmement, il faut une cohérence entre ce que j'appelle les parties prenantes internes et les parties prenantes externes. Les parties prenantes internes, c'est tout le maillage de l'entreprise, du début jusqu'à la fin de la hiérarchie. Ça veut dire, j'ai travaillé un petit peu sur justement quelles sont les structures de gouvernance que l'on doit avoir, etc. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé des lanceurs d'alerte, c'est fondamental. Et il faut qu'il y ait un système indépendant protégeant les lanceurs d'alerte au sein de l'entreprise. Et puis, deuxièmement, les parties prenantes extérieures. Et là, c'est toutes les communautés dans lesquelles l'entreprise va agir et développer ses activités. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé avec des entreprises chimiques, avec des entreprises, des gros projets de construction de barrages, etc., où là, il y a des milliers de gens qui sont affectés par les activités de l'entreprise. Donc cette notion de contrat sociétal sera, à mon avis, très porteuse pour influencer tout ce qui a été dit sur ce que moi j'appelle la due diligence ou la vigilance, si on veut utiliser le mot français. Merci beaucoup. Alors, on n'a finalement pas de questions là en ligne. Voilà, alors Muriel, vas-y, tout à fait. Sur est-ce qu'elle devrait toutes l'être ou pas, entreprise à mission? Moi, j'ai la conviction, et je pense que vous la partagez, hein, c'est une énergie du monde, ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez recruter et fidéliser les meilleurs collaborateurs, les meilleurs clients, les fournisseurs avec lesquels vous allez pouvoir innover, les meilleurs investisseurs, les meilleurs actionnaires, alors il faut articuler le sens que l'on donne à ce que l'on fait. C'est ce à quoi nous invitent les jeunes pour un manifeste écologique, c'est ce à quoi nous invitent les agences de notation extra-financière. Tout concourt à ça. Et donc, je pense qu'entreprise à mission ou pas, le sujet est posé. Donc ça peut être encapsulé dans une politique RSE, ça peut être encapsulé dans une raison d'être, ou ça peut aller jusqu'à l'entreprise à mission. Je pense que toutes y viendront. Sur la notion d'entreprise à mission, malgré tout, elle a quelque chose, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a adopté ce statut, il y a quelque chose d'engageant au sens de je le pose, je le dis, et je vais devoir en rendre compte.
le caractère protestant un peu auquel vous faites référence, parce que c'est à mon sens aussi l'univers dans lequel on est rentré, celui d'une transparence et une accountability. C'est ne pas faire ce que l'on dit qu'on allait faire va devenir mortel. Et cette cohérence. Et la mission, l'entreprise à mission, installe une gouvernance de ce sujet-là. Parce que derrière, vous avez un comité de mission, vous avez des parties prenantes qui y siègent, et elle est un bon guide, en fait, qui est... Elle montre l'exemple, mais je suis malheureusement un peu inquiète sur l'exemple. Je fais le pari qu'elle débroussaillera les choses. Je veux bien le faire avec vous. Et pour la Poste, pour finir, et puis j'arrête, Charles-Henri, c'était quelque chose qui était aussi pour nous une manière de nous réapproprier nos missions de service public. Parce qu'au fond, nos missions de service public, elles sont définies par quelqu'un qui nous est étranger, qui est disjoint, par une partie prenante qui est l'État, la nation ou la représentation de la nation. Mais ça n'est pas quelque chose qui est proposé par l'entreprise. Dans le mouvement que l'on fait, dans les engagements que l'on prend au titre de notre entreprise à mission, c'est l'entreprise qui se mobilise et qui propose partout dans le monde, à l'ensemble de ses parties prenantes, 4 engagements autour de la transition écologique, autour de la transition numérique, autour de la transition territoriale, et qui sont d'une certaine manière sa prise de risque et son pas. Et puis, c'est le nouveau contexte, parce que il n'y a pas que des relations avec l'État, puisque maintenant l'internationalisation de l'entreprise fait que la question se pose différemment. C'est une mais manière avec de un répondre à ça. actionnaire qui est toujours le même, l'État, la Caisse des dépôts, 2 actionnaires différents, mais nos actionnaires sont à l'identique. On élargit, c'est une manière un peu de prendre un peu son destin en main aussi, en amenant à ses parties prenantes sa vision du monde. Charles-Henri, tu voulais rajouter un point ? En vous écoutant tout à l'heure, vous avez dit le mot cohérence, qui est très, très, très drôle, c'est que je l'avais écrit, je me suis dit, je vais me préparer quelques lignes au cas... Et ce mot cohérence, c'est le mot-clé justement dans ces théories de la contingence que j'ai évoquées. Et vous savez, la cohérence, on peut parler de la cohérence entre les valeurs, la raison d'être et la mission. C'est en gros le pourquoi. Ensuite, on a toutes les questions liées et qu'on a vues dans les cas qu'on a entendus, les questions de la stratégie, du business, comment on fait différemment du business, et l'offre produit. Il faut que l'offre produit corresponde à ce qu'on affirme. C'est-à-dire, on ne peut plus se permettre. Ensuite, vous avez évidemment tout ce qui est la structure, l'organisation. Vous voyez, ce qui me frappe, est-ce qu'on peut être une entreprise à mission, comme vous le dites, si on reste une entreprise très, très top-down, très, très hiérarchique, très, très... Moi, je ne crois pas à ça. Parce que je pense que c'est l'intérêt de cette notion de mission, de raison d'être, etc., c'est qu'on va aller vers un partage beaucoup plus important des décisions. Et il y a un livre qui vient de sortir en France, auquel j'ai un peu participé, un livre que je trouve exceptionnel. Excusez-moi, c'est un Américain qui l'a écrit, mais je le trouve très, très bon. Il s'appelle Humanocratie. Et Humanocratie vient de sortir. Et bien, Humanocratie, c'est quoi ? C'est l'histoire. Je l'ai amené dans ce pays parce que je pensais qu'il fallait très vite le traduire. Et on l'a fait traduire, etc. Il est sorti chez Diaténo. Et c'est l'histoire de comment on lutte contre toutes les rigidités qu'on met à bas et en laissant justement le pouvoir, c'est-à-dire aux collaborateurs, aux équipes. Et je crois que cette crise, ce qui me frappe, c'est que cette crise, quand même, elle a eu une bonne conséquence, c'est qu'on a découvert que les gens de terrain avaient des idées. C'est quand même exceptionnel parce qu'ils étaient tout seuls. Et puis la dernière, c'est les people, j'ai mis. Je n'ai pas oublié les gens parce que je suis avant tout quelqu'un de RH, de ressources humaines, et je pense qu'on ne pourra pas embarquer sérieusement, et tu l'as dit, si on n'a pas tout le monde, à commencer évidemment par les dirigeants. Vous savez, un escalier, ça se balaye par en haut. Je le balaye assez souvent. Donc, vous avez toujours cette question Mais je pense que les dirigeants, qui se lancent, et je pense que ton président et toute l'équipe dirigeante du groupe La Poste est évidemment embarquée. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus, à l'ère du digital, j'allais dire, il y a beaucoup de mauvais aspects du digital, mais en voilà quand même un beau, c'est ce que tu viens de dire sur la transparence. Pour moi, on ne pourra pas raconter n'importe quoi. Et puis les jeunes, vous savez ce qu'ils font. Ils vont sur Facebook raconter telle et telle entreprise ne se comporte pas correctement, etc. Tel manager. Vous savez, les évaluations, elles sont en permanence. On est tous évalués. Et l'entreprise est évaluée. Et pas par des indicateurs très, très, très stables. Eux, ils parlent entre eux. Voilà. Merci beaucoup, Charles-Henri. Écoutez, je vous propose d'arrêter là notre échange et puis de passer la parole
François Pouzrat qui va animer la seconde table ronde.